Vous êtes sur Sud Radio, il est 20h02. On va passer la soirée ensemble. C'est une soirée rugby, je vous préviens, jusqu'à 23h, comme tous les dimanches soirs. Avec ce soir, eh bien, un choc. Un sacré choc. Alors, rugby ou bagarre? On va se poser la question ce soir, bien évidemment, entre Clermont et Toulon. Et je peux vous promettre, c'est vraiment dans le débat du soir. Hein. Je l'ai noté. Tac. Allons-nous voir du rugby ou de la bagarre? 20h50 sur Sud Radio, on en parlera évidemment. Je dis ça avec du second degré. Il est toujours prêt pour la bagarre, mais pas souvent pour le rugby. Salut Quentin Cabanis. Ni pour l'un ni pour l'autre, si tu veux tout savoir. Mais voilà, mais je suis là pour la bonne ambiance par contre. Ouais, et voilà. C'est pas pour ce soir. Antoine Mazard, bonsoir. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Comment ça va? Je te sens lumineux, rayonnant. Honnêtement, j'ai fait une très grosse séance de sport. Voilà, je me suis imprégné des vacances d'Antoine Dupont. Salut Enzo. Bonsoir Enzo. Salut Alex. Bonsoir à tous. Oh oui, d'accord, le mec fait du triathlon. Ah bon? Ah, mais sans vélo. Non. Et sans nage. Non, ouais. On a laissé la nage de côté, on l'a remplacé par le rameur. D'accord, ok. Ouais, c'est du triathlon à ta sauce, quoi. Bon, comment il va Enzo Jacquet? Il a peur. Il a très peur pour le match de ce soir, je t'avoue. Rugby ou bagarre ce soir? Connaissant Clermont, on sera plus bagarre. Hein. Ouais. Le rugby, ils connaissent pas trop. Oula. Et connaissant Toulon, plus bagarre aussi. Attends, des mercenaires. Hein. Ça... Oh là, non, c'est terrifiant. Moi, Vous êtes supporter clermontois ou toulonnais, venez 0826 300. On parle de rugby ensemble sur Sud Radio. On a vibré hier soir, il faut le dire, avec tous les résultats et notamment ce match hier soir entre Castres et Toulouse. On reviendra dans quelques minutes sur Sud Radio sur les grands enseignements de la 5e journée du Top 14. Le Racing 92 et le Stade Français qui relèvent la tête. Le Stade Rochelet plus offensif qu'avant. L'USAP qui remercie Antoine Ocagne. L'UBB s'est-elle perdue dans la volonté de jouer? Et puis enfin, Castres est-il un prétendant au Brennus? On en parlera ce soir à partir de 20h25 et suivra l'en haut de l'affiche de la 5e journée du Top 14 avec toute l'équipe Sud Radio. On essaiera de déterminer quelle est la meilleure affiche et quelle était la meilleure affiche de cette 5e journée. Et puis avant toute chose, dans quelques instants, la Fédération française de rugby qui a durci le cadre du 15 de France. Alcool limité, sortie surveillée, plus d'invitations aux hôtels. Cette fermeté est-elle la bonne méthode? On en parle dans un instant, c'est le grand débat du jour sur Sud Radio. La radio libre rugby est ouverte au 0826 300. Mais d'abord, Quentin Cabanis, on va rafraîchir les mémoires de tout le monde avec les résultats, avec les infos et le classement à jour. Les résultats donc pour commencer, Alexandre, avec le Racing qui s'est imposé à Vannes 27-24. Le succès du Stade Français face au MHR 29-20. La Rochelle qui a battu le Loup Rugby 43-22. Succès de l'UBB face à Bayonne 30-27. L'USAP au bout du suspense qui s'est imposé face à la section paloise 11-10. Et Castres qui a battu Toulouse 28-23. Dans l'actualité, Hugo Oradou a rejoué hier en top 14 avec donc la section paloise, mais ni lui ni Oscar Gégou ne sont pour le moment sélectionnables avec le 15 de France. C'est ce qui nous a été annoncé hier sur Sud Radio par Jean-Marc Lermé, le vice-président de la FFR. Je cite: tant qu'il n'y aura pas de non-lieu officiel, Hugo Oradou et Oscar Gégou ne joueront pas en équipe de France. Alors l'évolution justement de cette affaire, la prochaine étape judiciaire pour les deux joueurs aura lieu le 18 octobre. Pour rappel, le parquet de Mendoza a déposé vendredi une demande de non-lieu. L'audience se déroulera à huis clos. L'équipe de France féminine relève la tête après des débuts compliqués dans le W15 avec une défaite face au Canada. Les Françaises ont battu les États-Unis hier soir 22-14. C'était dur, hein? Oui, c'était pas simple, c'est pas simple. Cette aventure pour l'instant n'est pas simple pour les Françaises. En tout cas, il y a un homme qui m'a déchiré le cœur aujourd'hui, un homme qui a annoncé la fin de sa carrière à l'issue de la saison. C'est un certain Benjamin Urdapilleta. Il l'a annoncé aujourd'hui. Il retournera en Argentine à l'issue de la saison et il raccrochera également les crampons. Pour terminer, tu le demandais Alexandre, le classement du top 14, l'UBB leader devant la Rochelle, égalité de points, 18 points pour les deux équipes. Toulouse 3e, Castres 4e. Ensuite, on va retrouver Toulon qui joue ce soir, le Loup, Pau, Clermont, Perpignan, le Racing 92, le Stade Français, Bayonne, Montpellier est 13e et Vannes 14e. Les deux derniers ont 6 points actuellement avec une seule victoire pour l'instant cette saison. Ouais, c'est vrai que il y aura beaucoup de choses à dire dans les enseignements de cette 5e journée du top 14 avec ce classement à jour. Un petit mot quand même sur ce soir, les gars. Clermont-Toulon. Je disais en rigolant, en rugby au bagarre, évidemment, on va voir du rugby ce soir. On va voir du très beau rugby, je pense, du côté de Michelin. Mais qui joue le plus gros ce soir? Est-ce Toulon qui peut asseoir sa position leader et même prendre un tout petit écart, ou est-ce Clermont qui
est toujours inconstant, et ce depuis plusieurs saisons. Enzo, tu nous dis comme ça spontanément, Clermont. Spontanément, c'est obligé. T'as 10 points, tu joues à la maison, t'as pas montré grand chose pour le moment, notamment à l'extérieur. Et puis, il faut rappeler que derrière, il y a un déplacement à Toulouse. Donc, c'est déjà un match capital, à mon sens, pour Clermont. C'est soit t'accroches un peu les équipes du haut de tableau, soit tu retombes en bas et tu te fais peur comme la saison dernière. Antoine? Ouais, je sais que ce match, il avait laissé beaucoup de traces l'année dernière. Il avait lancé surtout cette équipe de Toulon, même s'il était arrivé un petit peu plus tard dans la phase championnat. Je crois que c'était la 11e journée. Mais ce match-là. On va écouter justement Christophe Furios dans un instant. Ouais, ben justement, Christophe Furios, il veut mettre une dynamique, il veut enclencher quelque chose. Il y a des très bonnes choses à domicile depuis le début. On se rappelle de cette victoire lors de la première journée face à la section paloise, où ils ont été capables de vraiment produire du beau rugby. S'ils veulent jouer quelque chose cette année, et notamment ce top 8, comme avait annoncé Christophe Furios sur Sud Radio, ça passe par des victoires très importantes dans des grands matchs comme du dimanche soir face à Toulon. Et on va voir si Clermont a l'opportunité de faire quelque chose cette année en top 14. Écoutons ce que dit Christophe Furios. Il parle d'un match particulier. Christophe Furios, le montage est signé Antoine Mazer. Match de cœur quand même. C'est un match de cœur, c'est-à-dire que il faut donner. Et le match à Perpignan n'a pas donné. Pas assez en tout cas. Donc il faut donner plus que l'autre, plus que l'adversaire. Donc on sait que Toulon va venir proposer le combat, proposer le jeu au pied, nous faire faire des erreurs, chercher à nous faire faire des erreurs. Mais il faut qu'on court plus que, il faut qu'on se déplace plus vite que, il faut qu'on tape plus fort que. C'est un match du cœur. C'est un match du cœur. C'est un match de rugby quand même ce soir, Quentin Cavanis? C'est évidemment un match de rugby, mais j'ai l'impression que Christophe Furios, moi, il se répète un peu dans les discours ces dernières semaines. J'ai l'impression que tous les matchs sont des matchs du cœur. J'avais le sentiment d'avoir eu le même discours la semaine dernière. C'est marrant, mais là quand t'as parlé de match de cœur, je me suis dit mais c'est pas déjà ce qu'il a dit la semaine dernière? Non mais c'est ça, tu vois, c'est ça Furios, et c'est ce que beaucoup de supporters critiquent, c'est le fait de se répéter, de dire bon on retourne à l'entraînement, mais sauf que ça fait depuis qu'il est arrivé, rien n'a changé, c'est toujours de l'inconstance, pas de précision, une attaque malgré tout très pauvre, et je trouve que moi, les matchs à domicile contre Pau et contre Bayonne, où il y a 2 bonus offensifs pour Clermont, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que première mi-temps, sur les 2 matchs, tu proposes pas grand-chose, et au final c'est les équipes en face où Clermont arrive quand même à les mettre un peu à la faute, mais par exemple Pau, c'est Pau qui déjoue totalement, aucune possession, et Bayonne avec aucune touche, mais les matchs pouvaient être bien différents. Ouais, non mais je suis plutôt d'accord. On a que William de Brief sur Sud Radio. Salut William. Salut, bonsoir à tous. Comment ça va William? On parle un petit peu du match de ce soir, on en reparlera tout à l'heure un peu plus en longueur, mais là comme ça, en fait on fait un petit préambule pour nos auditeurs qui aiment le rugby, pour ce Clermont-Toulon ce soir. Quand tu entends le discours de Christophe Furios, est-ce que tu notes aussi l'aspect redondant du caractère, toujours le caractère, mais rien de plus? On sait que Christophe Furios, voilà, c'est comme son cheval de bataille, il aime ça, c'est ce qu'il a besoin de voir, et je pense que Clermont depuis quelques années en manquait cruellement quand même. À l'époque où Clermont remportait les matchs et faisait des finales, il cassait surtout la gueule. Ben oui, il cassait surtout la gueule des autres. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis, hein, William. C'est vrai qu'il y avait ce côté un peu bagarre de la part des Clermontois. Ce côté un peu bagarre, je pense qu'on va l'avoir ce soir. On va l'avoir et ça promet d'ailleurs cette rencontre face au RCT. Dans un instant sur Sud Radio, on va parler du 15 de France. À tout de suite. Sud Radio. Vous êtes au cœur de la mêlée dans cette radio libre rugby. Venez parler de rugby au 0826 300 305 centimes l'appel et on parle de rugby ensemble sur Sud Radio. On est avec William, notre auditeur de Brive, toujours au rendez-vous. On est avec Enzo Jacquet, avec Quentin Cabanis, Antoine Mazer, avec toute l'équipe Sud Radio pour vous parler du 15 de France. Parce que c'est vrai qu'hier, on recevait le vice-président de la Fédération française de rugby en charge des équipes nationales, Jean-Marc Lermet, et bien il revenait hier sur notre antenne au cœur de la mêlée sur bien ce cadre-là qui va se durcir autour de l'équipe de France, un cadre. Comment on pourrait l'expliquer, tiens, en quelques points, Antoine Mazer et Enzo Jacquet, de ce point, de ce cadre qui donc il y aurait moins d'alcool. Quels sont les contours de ce nouveau cadre que voudrait mettre en place la Fédération française de rugby selon l'équipe, je précise bien. Selon l'équipe, il me semble que c'est ça, c'est moins d'alcool, et c'est surtout suite à l'affaire Gigot-Rodeo, où au niveau des visites, lorsqu'ils se déplaceront aux hôtels, etc., où ce sera régulé, voire interdit complètement.
Ouais, c'est vrai que il y aurait des problématiques donc inscrites en 2 catégories. Je cite l'équipe et Jean-François Patureau qu'on salue. La première catégorie regroupe tout ce qui est formellement interdit, donc évidemment la prise de stupéfiants. Bon, jusque là, enfin, je dis ça en rigolant, mais en fait, malheureusement, il y en a qui en prennent, donc c'est un vrai problème. La prise de produits dopants, jusque là, voilà. Et puis la consommation d'alcool sur les lieux d'activité sportive. Ça, ce sera prohibé, alors que des tests seront mis en place autant que possible, nous dit le journal L'Équipe, avec d'ailleurs Florian Grill qui disait il y aura des contrôles, des mesures et des sanctions. Ils vont faire souffler les joueurs avant l'entraînement ? Ou après, ouais, ça peut. Vaut mieux avant, parce qu'après, a priori, ils picolent pas pendant, mais. A priori. Et puis le journal L'Équipe rajoute en disant plus globalement la consommation d'alcool sera interdite mais possiblement soumise à des dérogations lors de certains événements bien définis dont le pot du président, un repas entre membres du groupe ou une soirée d'après-victoire ou de fin de rassemblement. Dans certaines de ces occasions, un nombre maximum de verres d'alcool consommés pourrait même être défini. Et puis enfin, tu le disais fort justement Enzo, joueurs et staff ne pourront plus revenir accompagnés à l'hôtel. Voilà, ça fait partie du nouveau cadre du 15 de France. Ce cadre-là, il y a des choses quand même qui sont intéressantes parce qu'hier Jean-Marc Lermet sur Sud Radio, il est revenu sur ce cadre-là, un petit peu embêté par la sortie de cette information dans le journal L'Équipe, et il parle notamment du premier problème qui est l'alcool. On écoute le vice-président de la Fédération française de rugby, Jean-Marc Lermet. Pour lui, il y a un lien entre alcool et débordement, et notamment ce fut le cas en Argentine. Ça me semble assez évident quand même. Aujourd'hui, il y a eu une dérive festive après le premier match qui est due à l'alcool, évidemment. Après, l'alcool, il n'y a pas que l'alcool. C'est pas une charte autour de l'alcool. C'est une charte pour essayer de gérer au mieux le comportement d'un joueur international qui porte le maillot de l'équipe de France et qui aspire à être le meilleur possible. Alors, il y a un problème d'alcool en France ? Dans le rugby français, je précise bien Antoine Mazère, parce qu'on parle de phénomène de société. On écoutera dans quelques minutes Yoann Huget qui hier était assez remonté sur cette question-là. Mais on a l'impression que ce nouveau cadre-là, avant de parler de tout ce qu'il englobe, la première destination, c'est l'alcool et la consommation d'alcool. Tu parles de phénomène de société, mais le rugby n'est pas épargné par la société. C'est un sport qui aujourd'hui est de plus en plus médiatisé. C'est un sport qui a de plus en plus de licenciés, et tant mieux. Mais c'est un sport qui forcément se confronte à des dangers, on va dire, de la société. On l'a vu sur d'autres phénomènes, comme il peut y avoir des fois avec la diversité, ces choses-là. Mais forcément, l'alcool, c'est, on va dire, on en a parlé, on en a fait des grands débats tout au long de l'été. Mais dans le rugby, ça a été un peu une culture du rugby. Beaucoup de rugbyman aussi, d'anciens rugbyman l'ont avoué qu'il y a toujours eu des débordements, mais ça a toujours fait partie des troisième mi-temps, ces fameuses troisième mi-temps. Une culture de la fête dans le rugby, et la fête est une culture de l'alcool. Mais c'est pas forcément négatif, cette culture de la fête, quand tu vois ce qui arrive à regrouper le rugby dans certains villages du sud-ouest de la France, du sud-est de la France. Ces fêtes-là font partie du folklore, et heureusement que j'ai envie de dire que le rugby est attaché à ces fêtes-là, parce que sinon il serait peut-être moins intéressant, avec moins de diversité aussi, et on doit s'en réjouir de ces fêtes-là. Par contre, il faut savoir calmer les excès, il faut savoir dire stop à des excès. Alors, est-ce qu'en mettant une charte, alors il le répète très bien, Jean-Marc Lermet, cette charte, elle n'est pas nouvelle, elle existe depuis très longtemps, il y a des cadres, il y a des règles, ça existe depuis très longtemps. Après, elle va être modifiée, il va y avoir sûrement des choses qui vont être apportées. Mais là, on n'est pas sur le rugby de clocher. Là, on est sur l'équipe de France. Là, on est sur ce qui représente le plus haut grade du rugby français, ce qui doit être la vitrine en France et à l'international de ton sport et de ce que tu honores chaque week-end. Forcément, il y a des règles qui doivent être peut-être même plus strictes que ce qui peut se faire à des échelons inférieurs. Et c'est là où Jean-Marc Lermet, je trouve, et la FFR doivent apporter un cadre, et on a bien vu, il n'a pas été respecté. Et c'est pas, j'ai envie de dire, malheureusement, la première fois qu'il n'est pas respecté. Ah bah non, mais ça c'est clair. Écoutez ce qu'en pensait hier Yoann Huget, notre qui a vécu à l'intérieur de l'équipe de France, et qui lui a effectivement fait aussi la fête avec le 15 de France. Il n'est pas du tout d'accord avec cette charte qui doit se renforcer. Ça doit pas venir d'en haut, ça doit venir des joueurs. Écoutez-le. J'ai du mal à comprendre cette charte, parce que quand j'entends des histoires de verre ou des histoires d'alcool, la seule règle qui m'a intéressé, c'est de ramener personne sur son lieu de travail. Ça, c'est ok. Là, avec ça, je suis ok.
Mais après l'alcool, on sait, enfin je comprends pas qu'on soit pas assez mature et enfin j'y crois pas hein, parce que j'ai vécu dans un groupe. Et au bout d'un moment, il y a des paroles, il y a des actes et il y a des hommes aussi. Donc si avec ce qui s'est passé en Argentine, et les gars sont pas responsables de se dire on va peut-être lever le pied ou faire attention et obligé de mettre des mots, de mettre des chartes comme ça à signer sur parce qu'au-delà des rugbymen, nous sommes des hommes avec des situations de famille, avec des enfants. Donc c'est retourner un peu à des adolescents. Est-ce qu'on est en train d'infantiliser l'équipe de France? C'est quand même une question importante, William. Est-ce le rôle de la Fédération française de rugby d'établir un cadre strict pour des joueurs qui sont tous majeurs, qui ont entre 18 et 33 ans pour l'équipe de France actuelle, voire même 34 ans pour Winnie Antonio. C'est normal? Est-ce que la méthode est la bonne? Bonne, William. parce que l'autre fonctionne pas. Je rebondis pleinement sur ce que vous avez dit, qui est super juste, sur le côté, oui, valeur du rugby, ce côté festif, ce côté troisième mi-temps où on se file pendant 88, on fait la fête ensemble. Mais ça, c'est à un certain niveau. Là, on parle de représenter l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est pas possible qu'un mec qui part en tournée se dise merde, on me retire l'alcool. Eh ben, cette tournée, je vais pas me régaler. Un matin, quand tu pars en tournée pour représenter l'équipe de France, être performant. Et aujourd'hui, on a un milieu en 2024 où il y a tellement de moyens d'être exposé que si malheureusement le joueur n'y arrive pas, ben, c'est le travail de l'employeur de le faire. L'employeur, il est d'une part le club, il y a un paquet de chartes aussi à respecter en club. Moi, ça me choque pas que ça vienne de la fédération. Là, la seule chose qui me fait plaisir, c'est que la fédération ouvre les yeux et se dit, OK, on a déconné, des choses qui ne devaient pas arriver sont arrivées. Maintenant, il faut prendre une décision. La pire des choses aurait été de Donc toi, ça te dérange pas qu'on infantilise les mecs? Parce que pour moi, on n'infantilise pas. Pour moi, on met une charte. On est en équipe de France. Il y a une charte à respecter. Si honnêtement, vraiment, si on doit en passer par là, pour que les tournées se passent bien et pour que l'équipe redevienne performante et pour que le rugby. Non mais attends, c'est ça notre équipe de France aujourd'hui? C'est-à-dire que si les mecs, tu leur mets pas une charte, ils se torchent la gueule tous les week-ends? Ouais, c'est ça l'histoire? C'est terrifiant ça. On parle de sportifs de haut Non mais niveau, attendez quand les même. gars, Je veux dire, on est en il y a train une de parler d'adultes là. Non, mais si on prend le dernier exemple en Argentine, donc il y a les deux histoires, et puis il y a quand même cette troisième semaine où les mecs ressortent une troisième fois après les deux problèmes arrivés, et ça c'est un peu gênant quand même. Donc qu'on mette, ça peut aussi enlever un peu de pression aux coachs et aux managers qui aura moins à gérer, de dire voilà, il y a des choses qui sont établies. Si on doit en passer par là, à la limite, autant en passer par là et repartir sur des choses plutôt claires. Si on n'y arrive pas, en déléguant, en laissant le groupe en autogestion, mais voilà, prendre des décisions lui-même. Ouais, mais là, moi, je suis pas vraiment scandalisé par ça, quoi. Ouais, mais là, il y a des demi-décisions quand même, je trouve, moi, parce que vous avez pas le droit de boire. On va contrôler le nombre de verres. Ouais, non, mais il y a un mec qui va être là, un mec de la Fédé qui va être là et qui va dire, ah non, toi, t'arrêtes de boire, t'en as bu 4. Il y a le droit de boire quand t'as gagné, mais pas quand t'as perdu. Ouais, non, mais attends. Et puis je sais quand il y a match nul, du coup, t'as le droit ou t'as pas le droit? Un demi-verre. Non mais attends, mais voilà, c'est quand même. Moi, ce que je trouve fou, c'est que c'est bon, t'es en tournée internationale. Je pense que t'es pas obligé de boire non plus. Tu vois, à la rigueur, tu bois le dernier jour de la tournée avant de rentrer, histoire de faire une petite fête si ça s'est bien passé au niveau de l'équipe. Mais t'es pas obligé de. Je veux dire, tu pars faire une tournée où tu représentes l'équipe de France. Tu pars pas en soirée avec tes potes pour te murger pendant une semaine de vacances. Non, mais après il y a boire et boire. C'est aussi il y a aussi ils ont le droit c'est des joueurs professionnels certes, mais ils ont le droit aussi d'aller après une victoire fêter. Mais il y a, comme le disait Johan hier, ce sont des adultes responsables. Ils savent à partir de quel... On est sûr de ça? A priori pas tant que ça, parce qu'à partir du moment où même quand on leur a interdit de sortir, ils sont quand même sortis. Mais moi j'ai du mal quand même à voir une personne, quelqu'un qui serait désigné pour aller regarder combien Damien Penaud a bu de verre, combien Antoine. Voilà. Mais attends, on a la Fabrice Doloron. Il a démenti sur ça quand même. C'est vrai, il a dit que ça se passerait pas comme ça effectivement, mais que le cadre, la nouvelle charte, elle est pas encore totalement ficelée. Bien sûr. On écoute Fabrice Doloron. Tiens, salut Fabrice, comment ça va? Oui, salut. Bienvenue sur Sud Radio, Fabrice. Bon, c'est un débat épineux là ce soir quand même. La Fédération française de rugby qui durcit le cadre du 15 de France, alcool limité, sortie surveillée, plus d'invitations à l'hôtel. Est-ce que cette fermeté est la bonne méthode? Est-ce vraiment nécessaire de vouloir contrôler les joueurs, les infantiliser peut-être, je dirais même, Fabrice? Quel est ton avis? Moi, mon avis, c'est que je parlerai pas d'infantilisation, je parlerai de responsabilisation. Au-delà de l'équipe de France de rugby, c'est la France qui le représente. Et moi, ça me choque. Moi, je suis désolé.
Moi, je suis choqué même qu'on puisse parler de quotas. Vous avez droit jusqu'à 4, 5 verres, etc. Non, les gars. Là, vous n'êtes pas dans une tournée, vous n'êtes pas dans un voyage de club, etc., qu'on fait en fin de saison, etc., où on s'éclate, etc. Non, vous représentez le pays, quoi. Vous représentez la France. C'est la France qui est salie à travers certaines méthodes et tout. Pourtant, moi, je suis un amoureux des troisièmes mi-temps, etc., tout ça, etc. Mais il y a un juste milieu, quoi. Il y a un juste milieu. On veut le beurre et l'argent du beurre. On veut devenir professionnel et garder les valeurs du rugby amateur, etc. Et à un moment donné, il y a une responsabilité aussi. Il y a une valeur d'exemple aussi, d'exemplarité. Voilà. Moi, je veux dire que ces gens-là, ils représentent quelque chose. Il y a des gamins qui rêvent devant. Pour eux, c'est des idoles. Et là, ces idoles-là montrent un certain visage, mais c'est l'exemple qu'on veut donner à notre jeunesse. Moi, je suis pas certaine. Voilà. Moi, ça me choque. Franchement, moi, j'ai envie de dire que, pourquoi on va accorder 4, 5, 6 verres, etc. Comme vous disiez tout à l'heure, hein. Alors, pour une défaite, vous avez droit qu'à 3 verres, une victoire, vous avez droit à 6 verres. Oh, c'est quoi, les gars? C'est quoi, ça? Attends, Fabrice, je t'écoute, là. Tu nous parles de responsabiliser les joueurs. C'est-à-dire que là, tu fais l'état des lieux que cette équipe de France, elle est irresponsable? Clairement, oui, parce que c'est pas le premier accident, quoi. C'est pas le premier accident. À partir du moment où vous entrez quelque part, non mais qu'on soit clair, ce sont des professionnels. Bon, votre patron, par exemple, il vous dit, moi, par exemple, l'alcool est interdit dans l'entreprise. Je dis pas que c'est pas dans le match, mais il vous dit, vous consommez pas. Là, ce sont des professionnels. Le patron dit, vous sortez pas, vous sortez pas. Je sais pas, moi, merde. Ailleurs, ça s'appelle une faute professionnelle. Voilà. Donc je vois pas pourquoi, à partir du moment où c'est des professionnels, adaptons les mêmes règles que dans le professionnalisme ailleurs, quoi. Dans une entreprise, ça passe pas, ça. Voilà. Donc moi, à partir du moment où on leur dit, vous sortez pas, les gars, ils sortent quand même. Il y a un souci. Il y a un souci. Pour moi, il y a un souci. Il y a un vrai souci, et c'est pas le modèle que je vois, quoi. Voilà, quoi. Moi, je comprends qu'on puisse faire la fête après, à la fin, etc., tout ça. En plein milieu de la tournée. Ouais, moi j'avoue ça me choque. Voilà. Moi j'avoue ça me choque. La compétition elle est pas finie, le boulot il est pas terminé, vous êtes en plein boulot. Moi ça me choque. Ouais, franchement, je suis désolé là, je casse un peu peut-être l'ambiance. Mais c'est très intéressant. Non mais moi je suis moi tu coches beaucoup de cases dans ce que je pense honnêtement Fabrice. Mais là, est-ce qu'on n'est pas en train de tuer ce qui fait le rugby? Ce qui fait ce sport, ce qui fait sa convivialité, ce qui fait sa différence aussi. Est-ce qu'on n'est pas en train de le flinguer là? Est-ce que le professionnalisme qui a aseptisé ce sport, est-ce qu'on n'est pas en train de le flinguer là? Non. Mais oui, d'un autre côté, oui, j'entends, mais je veux dire, le rugby il a évolué de toute façon. Le rugby n'est plus le rugby de clocher, etc. Enfin bon, qui nous passionne. Hein. Bon, moi tous les dimanches, oui, j'en vois. Mais je veux dire, à partir du moment où on évolue, on peut pas avoir les avantages de l'évolution et pas les inconvénients, quoi. Voilà, quoi. Je veux dire, à un moment donné, voilà, j'entends très bien. Maintenant, il peut y avoir des méga fêtes, etc. Il y a les supporters qui font ça, etc. Ça, il y a pas de souci. Qu'on interdise. Moi, je suis contre le fait qu'on interdise les buvettes dans les stades. À un moment donné, il en était question. Attendez, on va où, quoi. Voilà. Là, c'est pas la même chose. Mais là, encore une fois, à partir du moment où une tournée est pas terminée, qu'on fasse la fête à la fin de la tournée, il n'y a pas de problème. Mais pendant, moi, ça me dérange. Voilà, la fête, vous la faites à la fin. Mais vous faites pas la fête pendant le match. Vous la faites à la fin du match. Après une tournée, pendant une tournée, pour moi, c'est la même chose, quoi. Voilà, quoi. Alors, ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi comme style de fête, hein. C'est pas ce que je veux dire, quoi. Mais en plein milieu, moi ça me choque. Ouais, moi ça me choque parce que là, moi je me mets à la place un petit peu de tous les médias qui peuvent être étrangers, etc., qui peuvent dire, ils disent pas, avant tout ils disent des Français. Voilà, ils représentent, ils ont le coq sur la poitrine, ils représentent le pays. Ils ont des devoirs, ils ont des droits. On est d'accord. Là, on est en train de parler. Est-ce qu'on peut leur garder des droits? Il n'y a pas de problème. Mais pour avoir des droits, il faut respecter ses devoirs. Et il faut accomplir des devoirs pour avoir des droits. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu plus des devoirs aussi. Voilà. Et pour moi, c'est un honneur de représenter la France. C'est un honneur d'amener la France quelque part. On ne doit pas la salir.
Voilà. Mais j'entends tout à fait, Fabrice. Toi, quand je disais est-ce qu'on dénature pas le rugby, Antoine, t'avais l'air plutôt contre ça. Non, t'as dit est-ce que c'est la fin du rugby? Non, c'est pas la fin du rugby. On est en train quand même de faire un rugby à deux niveaux. On est en train de faire le rugby amateur. Et voilà, perdre le charme. On est en train d'avoir un rugby amateur qui est plein de charme et plein de folklore, et un rugby professionnel qui est complètement aseptisé. C'est ça qu'on est en train de faire. Mais non, mais si tu dis que le charme du rugby c'est de faire des soirées à gogo, si on ramène. C'est pas ça que je dis. Oui, c'est qu'on est en train. S'il y a eu. Je pense qu'il y a de la mesure à avoir. De la nuance. Bah oui, et là je trouve que quand tu dis est-ce qu'on est en train de tuer le rugby, je trouve que là ça manque un peu de nuance, on passe d'un extrême à l'autre, là on est en train de... franchement, attends, on en est là à devoir compter le nombre de verres que les mecs vont boire. Ça c'est je pense qu'il faut... Ouais, enfin t'es quand même là à les contrôler et tu devrais pas avoir à faire ça, mais après... Non mais c'est pas ça, c'est un ensemble, faut pas qu'on s'arrête qu'à l'alcool et qu'à tout ça, c'est cette charte, elle a vraiment vocation, c'est pas pour défendre, hein, c'est pas du tout pour aller chercher des... Après, je pense qu'on peut aussi la défendre quand on voit ce que le rugby a montré ces derniers temps, entre toutes les histoires qui sont pas forcément liées à l'alcool, mais je veux dire que l'image du rugby sur ces dernières années, elle a été suffisamment écornée pour qu'on puisse être satisfait qu'il y ait des mesures qui soient prises. Quand on voit le nombre d'agressions qu'il y a notamment sur les épouses des joueurs, quand on voit les histoires d'alcool, les histoires d'agressions sexuelles qu'il y a eu dans le rugby, les suicides, les histoires de drogue aussi, notamment avec la cocaïne, etc. Tu te dis que si personne ne prend des mesures aujourd'hui, jusqu'où ça va aller? Exactement. Et le rugby avait cette image on n'en veut plus. Tu sais, dans l'imaginaire des gens, tout le monde disait ça, c'est tuer le rugby, je suis qu'on tue ce rugby là, parce que moi j'en veux plus de ça. Tout le monde disait le rugby. Mais attends, c'est un sport. Moi je suis 100% pour qu'on arrête toutes ces conneries. Ah oui, non mais je suis d'accord. Je dis juste que la méthode, je me pose la question de la méthode. Moi j'ai l'impression que c'est une demi-mesure. Voilà. Moi j'aurais dit bah voilà, pendant la tournée pas d'alcool, t'invites personne à l'hôtel, tu fais pas de fête, je suis désolé, tu as le droit de boire à la rigueur une bière. C'est le retour de Marc Atraz. Non mais t'as le droit de boire une bière dans le vestiaire après la victoire, mais c'est tout. Faut pas aller à l'extrême et privé de liberté non plus. Non, mais c'est pas privé je veux dire t'es pas privé de liberté, rien t'empêche. Ce sont des adultes, c'est pas des U18, c'est pas des cramos quoi. Rien t'empêche de faire un dîner pour célébrer, mais un dîner et pas d'aller en boîte de nuit jusqu'à 3h du matin. Tu vois ce que je veux dire, sachant que t'as un match 4 jours après ou 5 jours après. Bien sûr. Si vous voulez voir les ravages de toutes ces conneries-là, si vous avez eu la chance ou pas d'avoir les images de vidéosurveillance du bar où il y avait Melvin Jaminet et tout ça, c'est exactement ce genre de choses que je fais allusion. Rien t'empêche de dîner, de faire un barbecue entre équipes pour célébrer une victoire, un dîner au restaurant dans une ambiance détendue. T'es pas obligé d'aller te ravager jusqu'à 4h du matin dans une boîte de nuit, quoi. À Saint-Trope par exemple aussi, pour les joueurs de RCT. Petit coucou. C'est quand même un sujet qui a été, je pense, important pour le débat de ce soir. Dans un instant sur Sud Radio, on va se poser la question: quel est le grand enseignement de la 5e journée? Bon, Fabrice, je te conseille de rester avec nous parce que je te sens en grande forme. Alors à tout de suite, Fabrice. Allez. Sud Radio. Parlons vrai. Vous êtes sur Sud Radio, on vient d'évoquer la nouvelle charte autour du 15 de France avec dans un débat qui était passionné et fort intéressant où tout est dans la nuance bien évidemment. Il va falloir voir ce que va nous proposer la Fédération française de rugby pour apporter un cadre qui sera plus efficace parce que on ne veut plus de ce rugby là et de ses dérives. Ça c'est clair, on est tous d'accord là-dessus. On va parler maintenant de cette 5e journée du Top 14 avec toute l'équipe Sud Radio. On rappelle les résultats, le succès du Racing 92 à Vannes, 27-24. Le Stade Français Paris s'est imposé à domicile face à Montpellier 29-20. Le succès bonifié de La Rochelle face à Lyon 43-22. Victoire difficile pour l'Union Bordeaux-Bègles face à Bayonne 30-27, pour Perpignan face à Pau aussi, et la victoire importante de Castres face à Toulouse. Quel est le grand enseignement de la 5e journée? Est-ce le Racing 92 et le Stade Français qui relèvent la tête? Est-ce le Stade Rochelais plus offensif qu'avant? Est-ce l'USAP qui remercie déjà Antoine Ocagne? Est-ce l'UBB qui s'est perdu dans une volonté de jouer, voire de surjouer? Ou est-ce Castres qui est un candidat peut-être potentiel au Brennus cette saison? Voilà, tous les enseignements, je vous les mets sur un plateau. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Mais du coup, j'ouvre le standard Sud Radio Rugby. On est avec Vincent Panabière. Salut Vincent, supporter catalan. Salut à tous. On est toujours avec Fabrice Doloron qui vient de nous faire une masterclass de débat il y a quelques instants sur le 15 de France et qui va être là pour parler rugby aussi avec nous. On est avec William Debrive toujours. Voilà, les amoureux de rugby de partout d'où ils viennent sont sur Sud Radio, la radio du rugby. Alors tiens, et quel est le grand enseignement de cette 5e journée? J'ouvre la parole à William d'abord, avant toute chose. William, quel est ton avis?
L'USAP, je suis content qu'ils aient fini par le gagner celui-là parce que on en a parlé il y a 2 semaines. Vous avez été plutôt catastrophique. La semaine dernière, ils roulent sur Clermont. On s'est dit ça y est, ils se sont remis à envoyer du jeu et à remarquer 4 ou 5 essais par match. Et ils ont réussi à gagner compliqué, gagner moche. Alors c'est l'expression à la mode. Et il a fallu du courage au buteur parce que le mec, il arrive à Perpignan où c'est une ville où c'est pas facile. On sait que c'est une ville voilà qui pue le rugby et où là la pression est assez importante. Et puis là, c'est le roller coaster, quoi. Laisser accorder, finalement refuser derrière. Il a fallu les épaules pour mettre ses dernières pénalités. Donc, content que Perpignan ait gagné et content de voir en plus un jeune. Mais c'est quoi l'enseignement? C'est Antoine Ocagne? L'enseignement, c'est Antoine Ocagne, et puis c'est Perpignan qui a réussi à gagner avec sa culture, parce qu'il marque pas beaucoup de points, mais jusqu'au bout, quoi. Ce dernier ballon, il est fou. Il garde le ballon plus d'1 minute. Ils ont un jeu au pied rasant où Lucas Dubois on dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il rentre ballon, finalement ils vont se battre comme des clébards. T'as 2 clébards catalans qui se jettent pour récupérer le ballon. Derrière, ça va marquer. Il retrouve le courage pour mettre cette pénalité. Donc l'enseignement, il est double. C'est Ocagne, mais qui pour l'instant est un nouveau top 14. Et un buteur fiable en top 14, et Perpignan qui a réussi à gagner avec ses valeurs, même si ça s'est pas passé exactement comme prévu. Voilà, content pour cette équipe qui malgré tout nous régale à la fois sur le combat, à la fois sur l'envie. Donc vraiment content de cette fin de match. Est-ce que Vincent, toi tu retiens, t'es supporter catalan évidemment, la Peña et Trabucaire qu'on salue. Est-ce que ce soir, hier, l'USAP a remercié Antoine Ocagne particulièrement? Ah oui, à remercier Antoine Ocagne. Et je pense qu'on a aussi fait tous des prières après le match, parce qu'après le match Cata qu'ils ont fait, franchement ils ont passé un bon match, et si on avait perdu, ça aurait été assez, je pense, assez logique. On n'a pas maîtrisé grand chose. Et finalement, ce qui est fou, c'est que la seule action maîtrisée du match, on l'a fait à la 81e minute. Et c'est celle qui nous amène la gagne. Avec une pénalité, un jeu au pied, une touche bien prise, un Moll qui progresse, une tentative d'action, et derrière on jouera sur des bons décalages. Et ça va laisser, certes, refuser. Mais en fait, cette dernière action, elle est au total opposé de ce qu'on a pu voir pendant 79 minutes avant, avec un jeu où beaucoup de déchets, des touches pas prises. Voilà, c'était un match très très brouillon. Et au final, nous, ce qu'on s'est dit après le match, c'est que sur une saison, on dit souvent que les résultats s'équilibrent. Et après la première journée à Bayonne, où on méritait sûrement plus qu'un point de bonus défensif, hier, on méritait certainement moins qu'une victoire. Au final, ça s'équilibre. Donc il faut, je pense qu'il faut juste dire merci, passer à autre chose et vite se remettre à travailler, parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets qui sont l'USAP est trop en dents de scie aujourd'hui pour pouvoir prétendre à jouer la première partie de tableau. Vincent et donc William choisissent l'enseignement de l'USAP qui remercie Antoine Ocagne, et l'USAP un peu miraculé hier face à la section paloise. Fabrice, quel est ton choix, toi? Je rappelle les choix disponibles. Le Racing 92 et le Stade Français qui relève la tête, le Stade Rochelais plus offensif qu'avant, l'UBB qui s'est perdu peut-être dans une volonté de jouer, ou Castres qui vise le Brennus. C'est quoi l'enseignement? Déjà, on va lancer une pétition dans les Pyrénées-Atlantiques pour supprimer les arrêts de jeu, parce qu'on a morflé sévère dans les arrêts de jeu. On peut pas les pots. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai ça. Ça réussit moyen. Et puis en plus, je reviens sur cette défaite de Pau. En plus, nous, on a été, les Palois ont été mortifiés 2 fois, parce qu'en plus, ils ont été crucifiés par Antoine Ocagne, qui n'est autre que le neveu du grand buteur qu'avait la section paloise. J'avais l'âge d'Antoine Mazère, moi. Donc ça c'est une trahison. Non, mais après par rapport aux résultats. Castres Toulouse, ça m'a pas vraiment surpris, parce que c'est la. Ça t'a pas surpris? Moi, je trouve que le score il est gentil pour les Toulousains, non, mais c'est la bête noire de Toulouse, Castres. C'est pas nouveau que Castres bat Toulouse. C'est pas nouveau. Contre Castres, moi, à chaque fois, je suis pas serein. Je suis pas serein contre Castres, hélas. Et ça m'a donné raison. Maintenant, bon, qui battent Toulouse au mois d'octobre, ça me gêne pas. Bon, au mois de mars-avril, on verra. C'est plus intéressant. Mais non, je suis pas vraiment surpris. Moi, ce qui m'a surpris, c'est non, mais franchement, s'il y a une déception, c'est par rapport à Bayonne qui fait une belle remontada contre Bègle.
Pour moi, la défaite bayonnaise, côté bayonnais, ils sont assez contents de leur remontée. Moi, je trouve quand même que là, c'est assez cruel, quoi. C'est assez cruel par rapport à la remontée qu'ils ont fait. On les voyait prendre des routes. Oui. On rappelle hier, l'Union Bordeaux-Bègles, c'est 20 passes après contact et 20 ballons perdus. Hein. C'est pour ça que je dis, peut-être que l'UBB s'est perdu dans une volonté de surjouer. On accueille sur Sud Radio notre consultant Julien Thomas. Salut Jules. Bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous? T'as vu, grosse ambiance ce soir dans le studio Sud Radio, grande forme. Des débats intéressants, bien sûr. Quel est le grand enseignement de cette 5e journée selon toi, Julien? Montpellier toujours à une seule victoire? Non, je vais passer sur du... Non, oui, mais gratuite, mon arrivée, bien sûr. C'était pour dire bonsoir. C'était pour dire bonsoir. Voilà, c'est le bonsoir. Non, mais fidèle à mes vanautés. Mais c'est surtout le Racing qui m'a... C'est une victoire à l'extérieur dans ce samedi après-midi. C'est une victoire qui leur fait énormément de bien à un Racing qu'on pensait... Mais c'est quoi l'enseignement? Mais l'enseignement, c'est que ils étaient si loin et à la fois proches. Et là, je pense que peut-être ils vont prendre de la confiance, les Racingmen, parce que quand on regarde le match, du coup, le Racing qui relève la tête. 24 à 27, combien de 2 essais refusés, dans le jeu plutôt intéressant. Maintenant, c'était la finition et le. Donc collectivement, je pense que c'est intéressant s'ils prennent la confiance, Racingmen. Est-ce que l'enseignement, c'est pas aussi que Van est surcoté? On y vient. On a fait un peu des tonnes, mais on a fait un peu des tonnes sur Van, mais finalement, quand on voit la difficulté top 14, ils sont une victoire en 5 journées. Question annexe, Vincent. Très long ce championnat pour eux. Question annexe, Vincent. Quand tu regardes le match de Van et que tu entends le speaker faire chut sur les pénalités. Toi, supporter de l'USAP, comment tu le prends? Il crie plus fort que lui, quoi. Non, mais moi je le prends en rigolant parce que je me dis chacun a sa culture. S'ils ont envie de se prendre pour le Munster, tant mieux pour eux. Nous, en tout cas, c'est pas Aimé Giral qu'on aurait ça. Si le speaker il fait ça, Aimé Giral la semaine prochaine, il se passe quoi? Si on le met ou pas? Si on le met au défi, qu'il essaye. Je pense que ça gueule 2 fois plus. Quel club de fou, on vous adore. Parlons quand même. Est-ce qu'on peut noter le Stade Rochelais un peu plus offensif qu'avant? Est-ce qu'on peut noter peut-être est-ce que Castres est un prétendant au Brennus cette année? Tiens, quant à Cabanis, est-ce que Castres, on peut dire que la prestation d'hier nous amène vers une prétention du Brennus? Non, alors je pense que le Brennus c'est peut-être un petit peu exagéré, mais je pense que le Castres Olympique doit faire top 6 et qu'une fois que le Castres Olympique est dans le top 6, tout est possible. Attends, alors Quentin, du coup, j'en profite parce que je reçois un texto que tu m'as sorti. Je reçois un texto de Quentin Cabanis, voilà, je suis tombé dans le piège. Tom Staniforth blessé toute la saison. Merci, la saison est finie. Voilà la réponse de Quentin Cabanis. Écoute, j'étais très inquiet. Hier, en plus, il y a Van der Berg qui se blesse. Mais à côté de ça, t'as des gars qui explosent qu'on n'attendait peut-être pas à leur niveau. Je suis pas Pali. Je pense qu'au début de saison, personne n'imaginait qu'il allait faire une saison comme il est en train de faire aujourd'hui. Tu te dis que Staniforth est blessé, que Dumora est pas encore là. Tu te dis quand même Castres arrive pas avec 100% de ses forces et arrive à battre le Stade Toulousain à domicile, ça c'est quand même une habitude pour les Castrés, mais et là et aujourd'hui dans le top 4 avec 3 succès en 5 matchs, donc voilà, le Castres Olympique est là, donc je pense que aujourd'hui, au vu du début de saison, le top 6 doit être obligatoire pour les Castrés, et une fois qu'on est dans le top 6, de toute façon tout est possible pour chaque équipe de top 14 et un petit peu plus pour Castres qui sait gagner en étant 6e. Ça c'est autre chose. Provoque Antoine Mazer, est-ce que le Stade Toulousain est cassé? Peut-être que le Stade Toulousain est plus fragile que les saisons précédentes, par contre. Non. Ça, c'est peut-être un truc à retenir. 2 défaites de suite, ça arrive pas souvent. Oui, ça arrive pas souvent, mais de là dire que le Stade Toulousain est cassé, ça serait ils ont été être dans la culture de l'instant. Ils ont été cassés en mêlée, ça c'est le cas de le dire, comme le dit Quentin. Oui, mais quand tu vois les absents qui manquent aussi dans cette équipe-là, c'est qui Antoine Dupont? Les absents qui manquent, pléonasme. Ouais. Merci Antoine. Quand tu vois ces joueurs si importants qui sont pas là pour ce genre de match, mais qui seront quand on connaît l'effectif, l'étendue de cet effectif toulousain et l'exigence du staff et surtout du Gomola, on a le droit aussi de tomber sur une équipe qui est plus forte. Alors laisse-moi te poser la question, Antoine. Le Stade Français perd 2 matchs consécutifs, c'est la crise. Ça vire un entraîneur. Oui, mais c'est pas le Racing perd 2 matchs consécutifs, on dit que c'est des chèvres. Et là, le Stade Toulousain, ça va, tout va bien. Est-ce que c'est le même équilibre? Est-ce que c'est le même contexte? Tu ne travailles pas du tout dans le même contexte. Tu perds à domicile contre l'UBB, tu perds à Castres. Je suis désolé, c'est 2 rivaux quand même.
Oui, mais un 4e et un 11e. Voilà, merci Julien. Avec 15 points, 9 points, donc c'est plus la même. Exactement, et surtout c'est pas les mêmes différents dans les vestiaires. Je pense que Hugo Mola, on sait quoi? Des échos qu'on a, des joueurs. Il est très pote avec Hugo. Non, pas Hugo Mola, pas du tout. Mais de ce qu'on a appris au Stade Français, c'était pas le même vestiaire 5 qu'au Stade Toulousain. Alors le Stade Français, effectivement, il y a eu un petit. On avait les mêmes infos. On va pas se mentir, mais le Racing, on parlait d'un Racing en crise parce qu'il y avait 2 défaites consécutives, dont une à domicile. On était là, c'est catastrophique à Créteil et tout. Et là, le Stade Toulousain perd à domicile face à l'UBB. Le Stade Toulousain se fait démonter en mêlée fermée à Castres. Et tout va bien. Défensif. Mais pas tout va bien. Mais c'est pas la crise, mais c'est pas le moment de virer un entraîneur ou c'est pas le moment de. Ah non, mais d'accord. Il faut virer l'entraîneur non plus, ça va. Non, mais il y a une espèce de sérénité que j'ai du mal à comprendre. William, quel est ton avis? William et Fabrice. Tiens, Fabrice d'abord. William d'abord, puis Fabrice. Pardon. Parce que c'est l'habitude du Stade Toulousain. Ils ont déjà eu des périodes compliquées, mais on sait que c'est le seul club où les coachs ont quasiment des CDI, où les mecs restent. Et puis il y a tellement cette notion toujours de passerelle entre les mecs qui sont les titulaires, les espoirs qui sont intégrés, les deuxième, troisième choix qui ont toujours un très haut niveau. Donc je comprends ce fonctionnement. Ils ont toujours fonctionné dans le calme, quoi. Ce club. Alors pas de crise. Par contre, c'est sûr que se faire casser la bouche devant, c'est sûrement pas ce qui était prévu. Et depuis 2-3 ans où ils étaient devenus irrésistibles, c'est justement parce que devant, et notamment mêlée fermée, ils étaient devenus injouables. Donc voilà, Castres a quand même montré le chemin à prendre, qui sera extrêmement compliqué. Mais voilà, la force du Stade Toulousain était devenue, en plus de son jeu, cette solidité extrême devant, cette conquête impossible à manœuvrer, quel que soit le 8 de devant. Donc oui, ils sont sûrement pas contents là-dessus. Willis devant, il te manque Grouma. Mais ça c'est trop facile. Attends, dans ce cas-là, tu peux dire que l'UBB a gagné sans Penaud, sans. Non, mais attends, on va quand même pas, on va pas pleurer. Puis l'année dernière, ils ont roulé sur tout le monde avec quand même souvent des absents. Non, mais je veux dire, c'est qu'en termes de contexte, quand tu as des équipes non, mais je reprends la comparaison que faisait Alexandre, c'est en comparant avec d'autres équipes qui eux jouaient avec les équipes types et avec un autre régime en fonction de leurs titulaires. Là, il y a quand même il y a pas d'inquiétude non plus extrême. Il y a une inquiétude, mais pas extrême à avoir au même point que certaines autres équipes du championnat. Oui, mais ils donnent par contre de la confiance à des équipes qui avaient peut-être. Très bien, ça relance le championnat. C'est très bien. Peut-être que le Stade Toulousain avait une large domination mentale sur cette équipe de l'UBB quand on a vu la finale qu'il y a eu l'année dernière. Et là, l'UBB se dit maintenant cette année, on peut les battre, on l'a fait et on l'a fait chez eux. C'est super pour le championnat. C'est bien pour le championnat, mais ça peut être un danger pour le Stade Toulousain. Allez, le mot de la fin pour Vincent et pour Vincent de Perpignan et pour Fabrice Doloron. On s'est quand même pas mal régalé dans cette 5e journée, les gars. Hein. Ouais, franchement, c'était une journée incroyable encore avec des résultats. Même nous, quand on regardait l'évolution du score pendant les matchs, c'était assez fou. Et on voit en fait que tous les week-ends, tous les matchs, même Bayonne qui avait fait tourner à Bordeaux, et va accrocher un bonus défensif. Donc ça montre aussi l'homogénéité de chaque championnat de semaine en semaine. Et voilà, là on va se mettre devant Clermont-Toulon et il serait très bon celui qui serait capable de pronostiquer la victoire de l'un ou de l'autre parce que ça va être encore un match. Moi je te demande pas de pronostiquer ça, Vincent. C'est combien de bagarres ce soir? Combien de bagarres? Moi je dis au moins 3 accrochages. Allez, au moins 3 accrochages, c'est noté. Minimum noté. Un rouge. Ça nous plaît ça. Minimum un rouge, dit Antoine Mazer. Fabrice, popcorn ou pas ce soir? Pardon? On sort le popcorn pour le match de ce soir ou pas? Les Jurançon peut-être a priori, mais. Ouais, c'est les grandes équipes joueuses. Ouais, non, je pense que on arrive à l'automne, c'est la période des marrons. Quoi. Je pense que on risque d'être un petit peu servi, ce soir. Bon, pour en revenir à ce championnat par rapport à ce week-end, moi je me demande si ce week-end, si on n'est pas en train de commencer à vivre déjà un petit peu, j'allais dire un tournant par le bas, quoi. Je pense que cette équipe de Vannes, elle est sympathique, mais elle a été en gros sur régime. Et je pense que petit à petit, à force de ne pas y arriver et de perdre, là, ça commence à décrocher quand même, déjà. Ça commence avec 6 points, il y a déjà 3 points. 3 points, ça semble rien. C'est chaud, le prochain match, il est à l'extérieur. Ça peut se retrouver à 7 ou 8. Ouais.
Je crois que là, on est en train de décrocher. Pour le reste, merci Fabrice. C'est toujours pareil, quoi. On va repartir avec 10 équipes qui peuvent être championnes. Ouais, c'est ça le top 14. Merci Fabrice, merci Vincent d'avoir été avec nous. C'est toujours un immense régal. On s'est régalé avec vous les gars pendant ces 50 premières minutes d'émission. Ça a été un grand plaisir et bonne saison du côté du Béarn et des Pyrénées-Orientales. Mais je préfère dire moi les Pyrénées catalanes parce que orientales ça veut pas dire grand chose. Mais voilà, on s'est vraiment régalé avec vous les gars. Mais maintenant c'est un moment important. C'est en haut de l'affiche. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand. C'est un jeu qui fait des gloires à certains et des cauchemars à d'autres. En haut de l'affiche, quelle était la meilleure affiche de cette 5e journée du top 14 ? Et ils vont s'affronter. William, Julien, Enzo, Antoine, Quentin. Chacun aura une durée tirée au sort pour défendre son affiche. Point très important, c'est historique. Pas une personne n'a choisi une affiche qui était déjà prise. Chacun a eu l'affiche qu'il voulait. Mais non. Et ça, c'est la première de l'histoire d'en haut de l'affiche. Voilà, ouais, ça prouve qu'il y en a qui connaissent pas le rugby. Ça veut dire qu'on va se régaler. Et on a une grande première aussi sur Sud Radio, ou plutôt un grand retour. Bonsoir Guillaume Bonnord. Ouais, bonsoir Alex. Bonsoir à tous. Guillaume. Salut Guillaume. Ça fait quoi 3-4 ans qu'on t'a pas, 3 ans qu'on t'a pas entendu sur Sud Radio. Oui, c'est un grand plaisir que je vous retrouve, mes amis et tous les auditeurs de Sud Radio pour ce choc. Vous m'avez gâté pour ce retour, un classico des années 2010-2017. Donc voilà, ça promet. J'espère qu'on va vivre un grand moment ce soir au stade Marcel Michelin. Bienvenue chez toi, Guillaume, sur Sud Radio. Ce soir, tu es le juge d'en haut de l'affiche, en plus. D'accord. C'est ça qui est beau. Tu vas devoir choisir l'ordre de passage, Guillaume. Qui est le premier à s'élancer ? Est-ce William, notre auditeur de Brive ? Est-ce Julien Thomas ? Est-ce Enzo Jacquet ? Est-ce Antoine Mazère ou Quentin Cabanis ? Allez, honneur à mon consultant Julien Thomas. Oh, j'adore ça. Julien Thomas qui va s'élancer, mais pour quelle durée ? Tirage au sort, Quentin Cabanis. 30 secondes pour Julien Thomas, voilà, format classique pour notre Julien. Oh, il est content. Il est content. Non, Julien, il a le format classique. T'avais beaucoup écrit. Ah oui. Non, il est Julien déçu, Thomas. il voulait 15 secondes, il savait pas quoi dire. Tu vas défendre quelle affiche ? C'est parti pour 30 secondes. Alors j'ai pris le Van Racing dont j'ai parlé tout à l'heure, mais c'était deux équipes en difficulté, des Vanotais qui avaient fait la première victoire à domicile où ils avaient été euphoriques, mais un Racing aussi qui avait perdu ce dernier match contre Toulon à domicile, se devait dans les standards. En fait, ils sont opposés carrément dans les objectifs de cette saison. Un qui va chercher un top 6 et peut-être même un titre, et l'autre, les Vanotais, plutôt le maintien. Donc il était très important de gagner pour Van, mais la pression était plus sur les Racingmen pour recoller un petit peu au top 6 et pour moi d'aller gagner à l'extérieur. Dans cette 5e journée, le Racing a fait le coup. Alors Guillaume, tu verras, mais c'est à la fin qu'on établit le classement. Le temps un peu long. Un peu long, comme d'habitude Julien Thomas. Qui est le prochain à s'élancer ? 5 minutes, ça me valide mieux. Qui est le prochain à s'élancer, Guillaume ? William. Allez, William de Brive, il est bouillant William, tirage au sort pour la durée. 45 secondes pour William. 45 secondes pour William. William, t'es prêt ? Chaud. C'est grave. Parti. C'est parti. Alors moi j'ai pris La Rochelle-Lyon. Pourquoi ? Depuis la défaite de Toulouse face à Bordeaux, il y a un groupe de charognards là, qui s'est mis en quête de repasser devant les Toulousains. La Rochelle, 3 victoires à la suite. C'était pas arrivé depuis plus d'1 an. Petit rappel, la dernière fois qu'ils l'ont fait, ils étaient double champions d'Europe et finalistes du top 14. Donc voilà pourquoi cette affiche, c'était l'affiche de la journée. On avait envie de voir où ils en étaient. Face à un adversaire, le Loup, c'est toujours hyper compliqué. On sait jamais ce qu'ils vont proposer. C'est une équipe qui fait soit du jeu, soit qui ferme tout, soit qui vient pour en prendre 40, ou soit qui vient chercher la gagne. D'ailleurs, la première mi-temps, elle a été hyper difficile pour les Rochelais qui étaient plutôt dans l'adaptation. Par contre, dès qu'ils sont passés dans leur schéma conservation, puissance, avec cette envie de marcher sur tout le monde, avec les gros porteurs de balles, on a revu le Stade Rochelais avec du Douglas, du Skelton. Ces mecs, ils les mettent dans l'avancée. Avec ce principe de jeu, s'il fonctionne, ils seront dans le top 3 à la fin de la saison. Et il avait prévu au moins 1 minute, William, c'est pour ça qu'il a parlé aussi vite. Je le sens. Il était prêt. William. Beaucoup de choses à dire, c'est passionnant le Stade Rochelais. Et oui, c'est vrai, c'est tenir. T'as tout à fait raison, William. C'est pas moi le juge, c'est pas moi le juge. Et merci Guillaume d'avoir écouté. T'as vu cette tentative de corruption ?
Bon Guillaume, quel prochain à s'élancer? Est-ce Enzo Jacquet, Antoine Mazère ou Quentin Cabanis? Ouais, Quentin Cabanis. Quentin Cabanis, tirage au sort, monsieur. Plouf, 45 secondes également. Allez, c'est parti, Quentin, 45 secondes. Allez, c'est parti, 45 secondes pour défendre ce Castres Toulouse. C'est le match que j'avais choisi comme haut de l'affiche et c'est celui qui avait gagné. Ambiance des grands jours pour cette rencontre avec le public en folie avant la rencontre. Et sur le terrain, on n'a pas été déçus. Ça a démarré très très fort dans cette rencontre. Non, j'ai juste montré mon micro. En tout cas, Toulouse menait à la mi-temps 20-11. Ensuite, le Castres Olympique a décidé de changer le match et est passé devant avec notamment une mêlée qui a broyé la mêlée toulousaine. Ensuite, les Castrés ont mis 17-3 en seconde période avant de se faire peur en fin de match. Mais au final, le Castres Olympique s'est imposé et ça a fait plaisir à tout le monde puisque les Toulousains ont pris le point de bonus défensif. Le temps est respecté, en même temps c'est lui qui le gère. C'est plus facile. Il a tellement monté sa voix, on l'entendait plus l'habillage, donc ça se trouve c'était fini depuis 20 secondes, ou ça se trouve il en était encore à 20 secondes, on saura jamais. C'est un tricheur. Je peux me mettre 25 minutes si je veux. Non mais j'avais d'autres trucs à dire, tu vois, mais non mais tu vois, je pouvais parler. Non c'est bon, c'est terminé pour toi, c'est terminé pour toi. Vous êtes sûr? Guillaume Bonnor, il reste Antoine Mazère et Enzo Jacquet. Quel est l'ordre de passage qui est pas Enzo, c'est parti. Enzo il est Clermontois, faut le savoir. Enzo, il a pas de chance. Il a eu que des 15 secondes depuis le début de ce jeu. Non mais ce qui est drôle, ça a tourné. Ce qui est drôle, c'est que pour l'instant il n'est pas tombé encore le 15 secondes. Allez, je lance. Enzo, bonne nouvelle, ce n'est pas 15 secondes. C'est 1 minute 15. C'est 1 minute, tout court. Super, allez. Allez, t'es prêt? C'est parti. Allez. Enzo Jacquet, tu défends quelle affiche? Eh bien, pour ce haut de l'affiche, j'ai décidé de choisir Bordeaux contre Bayonne. Un match qui s'est soldé par la victoire de Bordeaux, 30-27, que vous avez suivi sur Sud Radio, bien sûr. Un match qu'on attendait peut-être pas aussi serré entre une équipe qui vise le titre, Bordeaux, qui avait battu Toulouse la semaine dernière, on le rappelle, et l'autre un peu plus le maintien. C'est peut-être ce qu'il faut retenir de ce match, puisque Bayonne a posé énormément de problèmes à un Bordeaux avec malgré tout beaucoup de cadres, comme Mathieu Jalibert, qui nous a encore ébloui par sa technique, sa vista, Louis Bielbiarré qui marche sur l'eau. Et il ne faut pas oublier que pour faire un beau match de rugby, tu dois avoir un bel adversaire. Bayonne qui avait du mal sur ce début de saison, qui s'est fait peur à domicile contre Montpellier, qui prend 50 points au hameau contre Pau. Et finalement, je suis un peu soulagé pour ces Bayonnais, je dois l'avouer, qui à l'image d'un Esteban Capilla, d'un Joris Second, que j'ai beaucoup aimé aussi, et bien, qui ont mis à l'image de ces mecs les tripes sur le terrain, qui ont joué comme ils savent le faire. Une bonne conquête, de la vitesse avec Makala aussi. Et c'est à peu près tout ce que je peux dire sur ce match. T'étais en train de faire la compo là. Écoute, on brode comme on peut. J'ai bien compris. Antoine Mazère, le dernier à passer, le meilleur pour la fin. Il va défendre Euskaltel contre Chauversé. Non, a priori ce serait l'affiche du jour. Qu'est-ce qu'il raconte? Pas du tout. Et ce 97 à 69, non? Ouais, d'accord. Allez, Antoine Mazère. Attendez. Eh ben oui, quelle durée? C'est ça qui est important à savoir. Quelle durée pour Antoine Mazère? Le chrono est tombé. 30 secondes pour Antoine Mazère. Ok. Oh là, je voulais un truc méchant. T'es sympa, toi. Antoine Mazère, c'est parti. Et oui, pour ce match entre l'USAP et la section paloise, dans un Aimé Gérald à guichet fermé, le rugby ne pouvait que gagner. Alors oui, je vais être honnête avec vous, ça n'a pas été parfait pendant 80 minutes. Vous allez me dire 21 points au total dans ce match, mais oui, face à 5 minutes de bonheur et une fin de match complètement folle, ça en valait la peine. Alors 5 minutes, c'est presque une réponse de Daniel Herrero, mais 5 minutes, c'est surtout 4 minutes 30 de plus que la dernière performance nocturne de Rémi Mességué. Alors, suspense haletant tout au long du match, un dénouement digne de la Pro D2, on s'est forcément régalé avec ce USAP section paloise, mais surtout avec un Antoine Ocagne de légende. Ouais, il a attaqué Rémi Mességui qui n'était pas là, c'est d'une bassesse terrible. C'était pour répondre à son attaque hier auquel je n'avais pas répondu. Alors Guillaume, je t'explique comment ça se passe. Ils étaient donc 5, il faut que tu me donnes le 4e. On donnera le 4e, le 3e, le 2e et puis le premier. Le dernier, il n'existe pas pour nous, d'accord? Qui termine donc avant-dernier de ceux en haut de l'affiche, Guillaume Bonnor? Je vais dire Quentin parce qu'il a parlé de bonne ambiance à Pierre-Antoine, je n'ai pas trouvé, moi c'est bon voilà. D'accord. Plutôt tendu que festifié. Sur la bombe. Quentin donc avant-dernier. Ah bah voilà, c'est très bien. C'est Pierre Fabre en plus, c'est terrible. Oui pardon. Ouais, enfin. Carton bleu. Quentin avant-dernier. Qui est 3e ce soir? Et donc sur le podium. William 3e. Ah, c'est pas mal William.
Pas mal. Allez, c'est ça, je prends. Il prend. Ouais. Qui termine deuxième? Julien Tauba, il est en stress, ça me tue. Qui termine deuxième? Guillaume. Ça serait trop facile de dire Enzo, mais on va dire Julien. Julien deuxième. Non, ça veut dire que c'est Enzo. Oh là 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 là, ça veut dire que ça va jouer entre Enzo et Antoine Mazère. Qui remporte le haut de l'affiche de la 5e journée du top 14? Guillaume Bonnor, notre juge. Après ça, Oublie pas. Ouais, mais je sais pas, Antoine. Mais non. Je n'oublierai pas cette trahison. Non, mais la moralité de cette histoire, c'est qu'attaquer ses collègues nous permet de gagner. Très bien. Oh là Super. là. Je règle mes comptes. De dire que c'est un match de Pro D2 Ce n'est et de pas un haut dire de que c'était l'affiche, pas terrible. c'est un droit de réponse. Enzo Jacquet, tu es le misérable du soir. Ah, tu es nul, encore une fois. Catastrophique, Enzo Jacquet. Il a pas écouté de Guillaume. Il a pas écouté Christophe, il a pas mis son cœur. J'ai pas mis le cœur. Bon. Merci William d'avoir été avec nous. Toujours un immense plaisir de t'avoir sur Sud Radio. Ton petit prono? Toulon, allez, Toulon va le chercher avec grosse entrée d'Enzo Hervé. Et Mickaël Van Talon. Ça, c'est la sécurité. La sécurité. C'est noté, William, victoire de Toulon donc à Clermont. Dans un instant sur Sud Radio, c'est le grand match.